Bonjour, merci d'être là aujourd'hui, ça fait plaisir. Saviez-vous que 69% des projets dans le monde étaient soit en échec, soit en souffrance? Alors, on pourrait déjà se féliciter, parce qu'il y a une dizaine d'années, on était plus aux alentours de 80-85% de projets qui étaient dans cet état-là. Mais attardons-nous un petit peu sur les raisons de ce chiffre. Alors, il y a des raisons qui nous viennent un peu naturellement, le management, l'organisation, la gestion de projet, les CRA qui prennent trop de temps, je ne sais pas. Mais il y a des raisons qu'on oublie un peu trop souvent, qui sont la mauvaise appréciation des contraintes techniques. Alors quels sont les projets qu'on pourra retrouver dans ces 69%? Il y a des projets tels qu'un gouvernement qui souhaite en mettre en place un service régalien de stockage et de fourniture de données sensibles. Donc le gouvernement, ils sont très ambitieux. Ils souhaitent mettre en place pour 40 millions d'utilisateurs actifs. Ils ont dû faire une règle de 3 pour le stockage sécurisé. Très ambitieux aussi sur le nombre de transactions par seconde. Et là, on voit que, clairement, ils ne sont pas arrivés à la cible. À peine 1 million d'utilisateurs enregistrés, peu actifs. Tout le stockage, toute la complexité, tout le logiciel qui a été mis en place au début du projet et peut-être le retard qui a été occasionné, il a été inutile parce qu'au final, on n'a que 500 mégas de données et très peu d'utilisation. Alors, quelles peuvent être les raisons de tout ça? Peut-être que déjà les exigences n'étaient pas claires. Peut-être qu'elles étaient trop complexes aussi, qu'on a voulu trop bien faire au début par rapport aux besoins réels. Il y a aussi un point qu'on abordera dans cette présentation, c'est la mauvaise gestion des risques. Peut-être que les risques ont été mal évalués, ou surévalués. On a voulu trop bien faire, que ce soit les risques techniques ou les risques humains. Alors on pourrait se dire que c'est très lié au fait que le métier soit complexe, mais ce n'est pas lié au métier. Vous avez des cas de projets dont le métier peut paraître simple, et pour autant, si on ne prend pas en compte les exigences non fonctionnelles, ça peut vite tourner à la catastrophe. Je prends un exemple tout simple. Alors, toute ressemblance avec des projets réels ou ayant existé est complètement fortuite. Mais prenons un système de réservation de places de concert. Ça marche aussi avec les places de cinéma. Le métier est assez simple. Je vais prendre ma place de concert, je paye, c'est fini. Au pire, j'ai la sélection de la place. Mais le métier est très simple. Par contre, si je ne prends pas en compte les exigences non fonctionnelles, ça peut vite tourner à ce genre d'expérience utilisateur. Vous êtes le client numéro 1 492 573. Vous n'êtes pas sûr de participer au concert. En fait, ce qui se passe souvent dans ces cas-là sur la partie en coulisses, donc sur la plateforme de production qui héberge le site, c'est qu'on a des ingénieurs de production qui courent un petit peu dans tous les sens en disant « ouais, ça tient pas la charge, ça a encore planté », ou alors « le site n'est pas disponible, l'archi ne scale pas ». Ça, c'est les termes à la mode. Ça rame d'un point de vue utilisateur, la base de données est en train de mourir, ou est déjà morte peut-être. Et les temps d'attente globalement sont trop longs. Et c'est ça qui va faire le cœur du truc, c'est que les temps d'attente pour l'utilisateur final sont trop longs. Et ouais, on a oublié de demander qu'est-ce que le client voulait comme temps d'attente. Et donc ça nous amène à la question suivante pour vous. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vécues sur des projets? Levez la main. Il y en a certains qui disent non, je ne croirais pas. Ça va. Bon, visiblement, on n'est pas tout seul à connaître ça. C'est rassurant. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de se poser la question comment on fait partie des 31% de projets qui réussissent. Parce que bon, on a déjà mis du DevOps, on a mis de l'Agile, on a mis tout ça. Et pourtant, on en est encore à 69%. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un petit peu plus pour aller plus loin sur les projets qui fonctionnent bien? On va ne pas s'arrêter aux besoins fonctionnels. Et on va essayer de quantifier cette notion de besoins non fonctionnels ou exigences non fonctionnelles, ou peut-être que vous l'avez entendu aussi sous le terme de NFR, Non-Functional Requirements. Donc ça va être, d'une part, comprendre les exigences techniques du client. Souvent, le client, il sait très bien vous dire ce qu'il a besoin comme métier, mais par contre, les exigences techniques, elles ne sont pas toujours très bien comprises, très bien exprimées, voire elles ne sont pas exprimées du tout. Donc comment on fait pour réussir à avoir quelque chose de tangible là-dessus? Ensuite, à partir de ça, ça va nous permettre de produire une conception qui est simple par rapport à ces exigences techniques et adaptée à la fois au métier et aux exigences techniques. Et tout ça, on va le faire pour adapter les coûts de la conception
et de le mettre en face de la valeur métier qu'on essaye de produire. Parce que produire une valeur métier, c'est bien, mais la produire pour un coût qui est raisonnable, c'est ça qui va faire la différence entre un projet qui va se planter et un projet qui va réussir sur le long terme. Pour illustrer cette démarche-là, on va le faire avec 2 projets. Encore une fois, toute ressemblance avec des situations vécues en avant-vente serait purement fortuite. Un client qui veut une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et plus, si vous savez faire plus, ça m'arrange. Et l'autre, c'est dispo, je sais pas. On n'en a aucune idée, donc faites-nous un truc qui fonctionne, la dispo, on verra après. Donc, je me présente, je suis Philippe Duval, je suis architecte dans le nuage, ou plutôt architecte cloud, et aussi beaucoup architecte logiciel chez Worldline. Et j'ai pas mal travaillé sur des sujets d'avant-vente et sur des sujets où justement le problème était de réussir à comprendre ce que le client voulait nous faire faire. Et donc je viens vous partager cette expérience. Moi je m'appelle Alexandre Touré, je suis architecte logiciel, couteau suisse à Worldline, je suis aussi un local de l'étape. Qui ne connaît pas Worldline dans la salle? Non. Ne trichez pas. Ne trichez pas. En résumé, Worldline, on est le leader européen du paiement. La plupart du temps, quand vous passez une carte bleue chez un commerçant en ligne, vous passez au moins une fois par chez nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un stand, on sera plaisir de vous répondre à vos questions. Avant d'aborder les applications, avant d'aborder toutes les notions, on va essayer de présenter quelques définitions qui vont nous servir tout au long de cette présentation. Tout d'abord, on va s'attarder sur les exigences techniques, certaines exigences qui vont être les SLO, SLI, SLA. C'est issu du monde SRE, je vous conseille le livre de Google là-dessus. Imaginons qu'on a une application avec un back-end, un front-end, disponible via un navigateur pour un utilisateur. On va se donner des objectifs en interne déjà. Les objectifs en interne, c'est des objectifs de qualité de service, un exemple. 99% des pages web doivent être affichées en moins de 2 secondes. Maintenant, cet objectif-là, il faut pouvoir le mesurer. Donc là, on va utiliser des indicateurs pour ça. Après, les indicateurs, c'est à vous de le définir. Il faut que ce soit le plus réaliste possible, le plus facile aussi possible à implémenter. Et enfin, il y a ce que vous vendez aux clients. Alors généralement, vos objectifs de qualité de service interne, ils sont supérieurs à ce que vous pouvez vendre aux clients. Évitez de faire l'inverse. Ensuite, il y a une notion à appréhender qui est la disponibilité, l'ouverture de service. Quand est-ce que mon service doit être disponible à mon utilisateur? Ce n'est pas obligatoire de faire du 24/7 tout le temps. Imaginons qu'on a un call center qui, lui, est ouvert de 8h à 20h. Vous fournissez un service pour ce call center. La disponibilité, l'ouverture de service, ça va être pour ce laps de temps de 8h à 20h, par exemple. Si on a une application 24/7, là, on voit que pour certaines disponibilités, on n'a pas beaucoup de temps d'interruption. Si on a 90%, on est à 36 jours d'interruption de service par an. Ça ne fait pas beaucoup. Si vous êtes comme nous dans le domaine du paiement, on est souvent à du 99-95, on a le droit à 4 heures d'interruption par an. En résumé, une fois que vous ouvrez le service, d'un point de vue utilisateur, il ne doit jamais s'arrêter. Malgré tout, des fois, elle s'arrête. Et donc là, on va rentrer sur d'autres métriques qui permettent de mesurer comment on répare les choses. La première qu'on va utiliser, c'est le Recovery Time Objective, ou le temps qu'on se fixe pour réparer le service. Donc, mon service doit être rétabli en 1 heure, par exemple. Avec ça vient le Recovery Point Objective, qui lui va caractériser la quantité de données de votre métier que vous vous autorisez à perdre. Souvent, c'est 0. Mais vous pouvez éventuellement vous autoriser à perdre les commandes des 5 dernières minutes qui ont été passées sur le site avant que mon site se casse. Et de ce fait, quand je vais le remonter, j'ai 5 minutes de données qui sont perdues. Peut-être qu'elles sont dans des logs, peut-être que je peux les rejouer, ou peut-être qu'elles sont juste plus là. Mais pour mon métier, c'est pas grave. Encore une fois, souvent, c'est quand même 0. Et une fois que c'est cassé, il y a la notion de où est-ce que je vais le réparer. Et là, on va travailler sur la notion de Disaster Recovery Site, ou site de reprise d'activité en français, que vous connaissez peut-être avec l'acronyme PRA, plan de reprise d'activité. Donc en gros, c'est une fois que US East 1 sur Amazon est tombé, où est-ce que je redéploie mon application pour qu'elle redémarre. Tout ça, c'est des acronymes qu'on utilise assez souvent et que vous avez peut-être déjà croisés. Et après, il y a des notions qui ne sont pas cachées sous des acronymes directement, mais qui sont tout aussi importantes. Si vous avez fait du cloud public sur des hyperscalers, vous allez très vite tomber sur une question qui est combien de requêtes par seconde j'ai besoin pour savoir combien ça va me coûter. Et souvent,
les requêtes par seconde sur la base de données, ce n'est pas le premier truc que le client va vous donner dans le cahier des charges. Mais ça va être critique pour pouvoir sizer le système. Donc, le nombre de requêtes par seconde, la quantité de données que votre site va faire transiter sur le réseau, les temps de réponse sur les services que vous allez exposer. Tout ça, ça va être caractérisé sous le gros paquet volumétrie. Et c'est tout ça qu'on va faire expliciter à notre client. Pour ça, on va vous prendre deux exemples d'applications. La première, comme on vous le disait en introduction, c'est une application disponible 24/7 et au-delà. Alors, j'ai un client qui est venu me voir pour me faire créer la nouvelle application, son nouveau SI. Ce client, c'est Kebab Incorporated. Et son métier est très simple. Comme vous vous en doutez, il vend des kebabs. Il a une super chaîne de restaurants de kebabs où il fait de la prise de commande. Et dans la prise de commande, il faut absolument que je puisse choisir la bonne sauce pour mon kebab. Et après, je fais le paiement en ligne. Le client, il est très clair sur ce qu'il veut pour son SI. Il veut que ce soit une application qui ne doit jamais planter. Il ne veut pas entendre parler de panne, donc 24/7, 100%. Les pannes ne sont pas tolérables. Moi, j'arrive dans le processus d'avant-vente, donc j'entends mon client qui me dit ça, et je me dis, ok, l'image que j'ai de ce client, ça doit être un peu ça, quoi. C'est la Rolls-Royce du kebab, c'est super industrialisé aux petits oignons. De ce fait, je vais lui faire une architecture qui correspond à ce besoin, enfin, à ce que je ressens du client. Et le diable est dans les détails, ce n'est pas forcément celle du besoin. Donc vous voyez que ce que je vais faire, c'est que j'imagine qu'on a donc un client qui va venir commander son kebab, soit sur un kiosque, en magasin, vous connaissez tous les kiosques McDonald's. Bon, là, pareil, chez Kebab Incorporated, ils ont probablement des kiosques. Puis ils ont forcément une application en ligne. Et puis derrière tout ça, il doit y avoir un système d'administration qui est utilisé par le personnel en salle pour servir la bonne commande à la bonne personne. Et puis par tous les cuistots en cuisine pour choisir les bonnes sauces dans les bons kebabs. Et peut-être même par le back-office que je peux appeler pour dire moi j'ai changé mes préférences de sauce, c'est plus harissa, maintenant c'est sauce blanche. Et tout ça c'est ultra critique. Donc forcément j'ai un back-end ultra critique dans une base de données ultra critique. Alors pour faire ça, moi j'utilise Google Cloud, donc je me suis dit on va sortir des services de Google Cloud. Je vais faire ça avec une réponse en criticité 99-99. Donc vous voyez que 99-95 on était déjà à 4 heures d'interruption, 99-99 on compte les interruptions annuelles en minutes. Donc normalement les kebabs on peut les commander n'importe quand. J'ai utilisé pour ça un produit qui s'appelle Spanner, c'est la Rolls-Royce de la base de données chez Google. Ceux qui font du Google Cloud, vous connaissez ce produit parce qu'il coûte un petit peu d'argent. Pour les autres, c'est vraiment une base de données qui est réplicable et qui scale horizontalement. Donc, quelle que soit la charge que vous lui envoyez, elle est capable de répondre. Et pour la partie applicative, mon client m'a dit qu'il ne voulait pas être embêté. J'ai un service impeccable, ça s'appelle App Engine. Le SLA aussi est très bon, 99-95. Je pense qu'avec ça, ma copie, elle est parfaite. J'ai 3 applications App Engine, j'ai une base de données, tout va bien. Je rends ma copie à mon client. Et il n'est pas content, mais du tout. Parce que moi, je suis sûr d'avoir bien compris son besoin. Et en fait, je suis complètement passé à côté. Parce que, en fait, ces restaurants, c'est ça. C'est une personne qui est en cuisine, en salle, qui fait la prise de commande, qui fait la cuisine, qui fait tout. Et ce qu'il me dit quand il ne veut pas avoir d'incident de production, c'est que la personne qui est en restaurant, elle n'a sûrement pas le temps de passer à réparer quoi que ce soit comme système. Par contre, le système, il n'est pas directement en plein milieu de la chaîne de commande parce qu'on a une caisse dans un restaurant. Et je peux très bien prendre des commandes avec la caisse. Donc moi, je suis complètement passé à côté du cœur besoin qui était d'un système qui plante jamais. Et je me suis fourvoyé en prenant un système qui est surdimensionné par rapport aux besoins. Si je reviens sur un besoin un petit peu plus raisonnable, je peux arriver facilement à ça. C'est-à-dire que j'ai un bon vieux site web, on va prendre un monolithe en PHP, parce que ça fonctionne très bien et tout le monde sait le faire. Pas moi. Et une base de données, mais qui va sûrement être beaucoup plus simple que Spanner. Alors, je refais un exercice de copie, et cette fois-ci, je prends mon monolithe PHP,
Je prends une base de données qui va être un service qui s'appelle Cloud SQL, qui est votre bon vieux MySQL ou votre bon vieux Postgres, comme vous voulez. Le SLA n'est pas forcément très élevé sur ces instances-là, chez Google en l'occurrence. Par contre, Google remonte le service pour vous, ce qui fait que le SLA ne va pas être votre cœur de problème. Vous allez avoir un concept qu'on appelle auto-remédiation, qui va réparer le service sans que vous ayez à faire ces opérations, à aller redémarrer la base de données manuellement, etc. Ça répond très bien aux besoins de mon client. Parce que mon client, ce qu'il veut, c'est ne pas avoir à réparer cette base de données. Alors pourquoi je suis complètement à côté de la plaque et qu'est-ce que ça impacte? Ça va tomber sur des impacts financiers. Prenons la première copie. J'ai du Spanner, je vous ai dit, ce n'est pas la base de données la moins chère. J'ai pris arbitrairement 100 Processing Unit, qui est voilà, une métrique de calcul sur Spanner. Je tombe à 72 €. App Engine, par contre, ça coûte très cher. Ah, c'est sûr, ça ne plante pas, c'est automatique. Mon client n'aura pas besoin de se poser de questions. Mais par contre, j'arrive à plus de 825 € pour une facture mensuelle pour 4 applications. Si je fais la même chose avec des services qui sont peut-être moins disants en termes de robustesse, mais pertinents pour mon besoin, Cloud SQL, 38 €. C'est quand même 2 fois moins cher, c'est pas négligeable. Cloud Run, je fais les mêmes métriques, je ne prends pas la même technologie. Il se trouve que si je fais ça, je tombe dans le free tier. Et surtout, là, la différence massive, ça va être de dire, j'ai pas forcément besoin du même temps d'ouverture. Parce que les commandes de kebab à 4 h du matin, c'est pas courant. Donc si je joue avec ce temps d'ouverture, je peux tomber dans le free tier, donc la partie gratuite de GCP. Je tombe à 38 € par mois, c'est-à-dire que ma surqualité multiplie le coût par 21. Sur un exemple de kebab, de 38 à 800, ça peut passer. Sur des gros appels d'offres, non, ça va pas le faire, quoi. Donc maintenant, on va s'attarder sur une application, on ne sait pas. L'application où le client souhaite avoir une plateforme de e-commerce. Il souhaite livrer à domicile des rillettes, des produits régionaux. Donc ça va représenter tout ce qu'on attend d'une plateforme de e-commerce avec un panier, une prise de commande, un back-office pour le client qui lui permettent de voir ses commandes, etc. On n'a pas du tout d'exigence de... Alors, ce que je vous ai dit, hein, SLO, SLI, RTO, RPO, là, il n'y a rien du tout. On ne sait pas du tout. Donc on se dit, bon, le client, il a quand même une forte ambition, il veut que ça marche, donc on va partir sur des technologies fortement scalables. On va essayer de faire des choses assez légères, on va partir sur du serverless notamment, du FAS, etc. On va partir sur AWS et on arrive sur une architecture basée sur des lambdas. On a quand même une gateway en face, en frontal, bon voilà pour la sécurité, pour sécuriser un petit peu. On a mis en place des transactions asynchrones pour essayer de fluidifier le trafic en cas de forte affluence. Et pour le stockage, bon, c'est basé sur DynamoDB et S3. Alors, le truc, c'est que ça a bien marché. C'est que la livraison de rillettes, ça a explosé, les nombres de commandes a explosé, l'application, elle a très bien scalé. Très, très bien. Mais il y a un truc aussi qui a très bien scalé, ça a été le coût, clairement. Et là, on retombe sur, je ne sais pas si vous avez vu cet article, l'article d'Amazon, Amazon Prime, qui sont passés d'une architecture microservice à une architecture monolithique et qui ont permis de réduire les coûts de 90%. Et ils ont même amélioré la résilience et la scalabilité. Si vous n'avez pas lu cet article, je vous engage à le lire, c'est vraiment très intéressant. Donc on arrive sur ce genre d'architecture. Si on reprend sur la vente de rillettes, on oublie les lambdas, on oublie le microservice, on passe sur un monolithe directement. Alors, maintenant, la question qu'on pourrait se poser sur les deux applications qu'on vous a présentées, c'est pourquoi ces échecs? Parce qu'on n'était vraiment pas aligné avec le besoin et avec les attentes. Déjà, dans la première, dans la vente de kebab, on n'était vraiment pas aligné avec le métier. On n'avait vraiment pas compris ce que l'utilisateur entendait. Sur les rillettes, on n'était pas adapté au modèle économique. On n'avait pas compris on n'avait pas anticipé le coût dans la recherche de scalabilité. On savait qu'on devait faire de la scalabilité, mais à quel prix? Ça, on ne s'était pas posé la question. Donc maintenant, ce qu'on vous propose, c'est d'améliorer tout ça et de partir sur une autre itération. Alors, améliorons tout ça avec un modèle en 5 points. On ne va pas faire une route d'éming, hein, c'est pas l'idée. Mais ce qu'on vous propose, c'est de faire 5 points d'arrêt sur des questions qu'on peut se poser au cours d'un processus de design d'une solution et qui vont être les suivants. Le premier, c'est de connaître
les exigences métiers et de vraiment se les approprier, parce que ça va être difficile de faire une architecture adaptée au métier si on ne connaît pas le métier. De ces contraintes métiers, on va amener des objectifs techniques qu'on va se fixer et on va regarder la palette d'outils qui peut nous aider à jouer avec ces objectifs techniques. Un point qui est souvent négligé quand on est très tôt dans le projet, c'est comment on va l'exploiter. Et l'exploitation, de savoir que son projet va aller en production, ça va faire toute la différence au moment de choisir ces solutions techniques et de choisir qui va les exploiter, comment elles vont être exploitées. Une fois qu'on a toute cette palette-là, on va pouvoir parler de risque. C'est-à-dire quel risque je m'autorise à prendre sur une solution technique, comment je vais mitiger ça, et comment je vais être capable de faire des choix techniques, parce que j'aurai forcément des choix techniques que je vais faire sans avoir toutes les informations. On va jouer avec le risque. Et une fois qu'on aura fait toute cette boucle, la question qui est intéressante à se poser, c'est ok, on a mis tout ça en place, mais est-ce que la valeur métier que je veux délivrer dans mon application, elle est bien alignée avec le coût que j'ai tiré avec mes choix techniques? Et une fois qu'on a la possibilité de faire ça, on reboucle et on refait une itération. Alors, regardons un petit peu ce qu'on peut faire sur la partie compréhension des exigences métiers. Alors, il y a une première exigence que vous allez avoir si vous faites des très gros projets, c'est les exigences réglementaires. Les exigences réglementaires, il y en a plusieurs. On n'a pas tout mis. Il y a le Secnum Cloud notamment. Et la première exigence qu'on va aborder, c'est l'opérateur d'importance vitale. Alors, opérateur d'importance vitale, c'est franco-français. Ça va représenter toutes les activités indispensables à la survie de la nation. Alors, c'est un peu comme le Fight Club, logiquement, on n'a pas le droit d'en parler. Sachez néanmoins qu'il y a une page Wikipédia, il y a une documentation sur le site du Premier ministre, du cabinet du Premier ministre. En résumé, quel va être l'impact sur vos architectures, sur votre conception? Ça va vous nécessiter une forte résilience. Un exemple, il y a un tremblement de terre qui se passe, ça ne va pas avoir un impact sur l'utilisateur, sur le service rendu à l'utilisateur. D'autres types de services, on va retrouver les hébergements de données de santé. En résumé, on va avoir de fortes exigences aussi en termes de chiffrement. Ça va influer sur la complexité de votre application. Et de même, pour les personnes notamment de Worldline dans la salle, on va retrouver tout ce qui est les normes liées au monde du paiement. Dès que vous payez avec une carte bleue notamment, il y a tout un standard à respecter et c'est assez contraignant parce que ça vous contraint du développement de la conception au choix des solutions jusqu'à la production. Alors ça peut avoir des impacts non négligeables sur notre application. Et ça, c'est des exigences fonctionnelles qui sont sympas parce que comme elles sont dans un cadre réglementaire, elles arrivent toutes seules. Vous n'avez pas besoin d'aller interroger votre client, quoi. C'est ce cadre réglementaire-là. Alors prenons un exemple. Si mon vendeur de kebab était un opérateur d'importance vitale. Ah non, mais je veux rigoler, mais attendez. Le kebab, ok. Par contre, moi je viens du Nord. Chez nous, la frite, ok. Là, ça peut commencer à être de l'importance vitale. Donc, une friterie d'importance vitale. Quelle architecture ça peut avoir? Ça peut avoir une architecture qui ressemble à ça. Alors, on va la détailler ensemble. Non, je rigole. On va essayer de prendre un petit peu de recul et regarder qu'est-ce qu'on va faire. Importance vitale, tremblement de terre. Tremblement de terre, sur du cloud public, on va faire du multi-région. C'est-à-dire qu'on va essayer dans une autre région géographique qui va être écartée de X kilomètres. X étant un chiffre qui n'est pas spécifié dans les règles du Fight Club. Donc le X, c'est une variable d'ajustement que vous allez discuter avec vos clients. 200, 300, 500, ça dépend. Il y a notamment si vous versez un petit peu dans le monde du paiement sur la partie Digital Euro, il y a une consultation qui a été lancée par la Banque Centrale Européenne. Il y a dans les requirements un éloignement de 500 km entre les data centers. Ça commence à faire beaucoup, 500 km. À l'échelle de la France, c'est non négligeable. Heureusement, là, on est sur du sol européen. Tout ça pour dire que du multi-région, ça a un coût. Là, vous regardez Spanner chez Google, c'est faire du multi-région. Donc, multi-région, une région chez Google, c'est 3 data centers qui sont posés pour schématiser une grosse ville. Il y a par exemple Paris, Berlin, Bruxelles, etc. Multi-région, ça veut dire au moins 2 régions. On tombe avec des SLA de 99,999. Alors là, on est en dessous de la minute par an d'indisponibilité. Vous imaginez bien que c'est la Rolls-Royce, c'est génial. Le coût qui va avec, c'est le coût de la Rolls-Royce, il est génial aussi. GKE multirégion, pareil, 99,99.
Alors, le piège avec cette architecture, si vous avez suivi ce que je vous dis, c'est qu'en plus, pour de l'opérateur d'importance vitale, ça va même pas suffire, parce qu'il y en a une qui est en France, c'est bien, mais c'est un truc franco-français. Donc l'autre, c'est en Belgique. Le cœur du problème, c'est comment je discute avec mon client pour comprendre ce qu'on essaye de mitiger avec cette histoire d'opérateur d'importance vitale. Derrière la norme, il y a les craintes qu'on essaye de mitiger. Le tremblement de terre, l'inondation, le crash d'un avion, ce que vous voulez. À chaque fois, c'est du risque qu'on va essayer de mitiger. Et donc, on ne va pas le prendre tel quel, parce que si on le prend tel quel, on ne fait plus rien, parce que les contraintes qu'on s'impose nous-mêmes, c'est des contraintes, c'est à la limite des croyances limitantes, quoi. Est-ce que si jamais j'ai 200 km, je vais être capable de reprendre? Est-ce que 100, ça fait une grosse différence entre 100 et 200 km? On ne sait pas bien, en fait. Discuter, ça permet de lever ces freins-là. On y reviendra après sur les risques. Donc ça, c'est pour les contraintes faciles. Après, il y a les contraintes difficiles. C'est celles qui ne viennent pas du cadre réglementaire. Comment on fait pour celles-là? Parce qu'en général, j'arrive, ok, je veux 24/7 100%. Dans la vraie vie, c'est pas 24/7 100%. C'est j'ai un métier à délivrer, j'ai des contraintes techniques qui vont aller avec. Et, alors, je vous ai fait une machine, c'est de l'intelligence artificielle. Hein. C'est pour ça que tous les libellés sont faux. Mais l'idée, c'est de dire, j'ai une business value d'un côté, et mon application, ça va être une machine qui transforme cette valeur métier en coûts d'infrastructures qui vont être utilisés pour rendre cette valeur métier. Et il va falloir que je jongle avec ça, moi. Donc tout le jeu de faire expliciter les exigences non fonctionnelles, ça va être de jouer avec cette notion de coût, des exigences non fonctionnelles. Donc, quand je déploie du SLA, quand je déploie de la volumétrie, ça me coûte. Et j'ai besoin de connaître quelle est la valeur du métier que je délivre. Au-delà de dire mon kebab, il peut être commandé par une application mobile, c'est quelle est la criticité pour le client, mon client, d'avoir cette application mobile. Qu'est-ce que ça lui apporte comme business supplémentaire? Si ça lui apporte 3 commandes par mois, peut-être que l'infrastructure qui va derrière l'application mobile, on n'a pas un argent infini pour le faire. Et tout ça, ça va nous amener à notre, et j'espère votre, nouvelle mascotte, qui est qu'on va être complètement dirigé par les coûts sur ce genre d'approche. Alors maintenant qu'on a parlé du métier, on va se concentrer sur les objectifs techniques. Les objectifs techniques qu'on se donne, je dirais que déjà, il ne faut rien prendre pour acquis. Il ne faut pas hésiter à les challenger. Un exemple que j'ai pu trouver par le passé, c'est qu'il y a des clients qui arrivent, qui me demandent 99-95. En creusant, en définissant l'architecture, on s'est rendu compte qu'on arrivait à quelque chose de très compliqué, très coûteux, et ça ne nous arrangeait pas forcément. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le même exercice pour du 95%. Si vous vous souvenez du tableau, on est à 16 jours d'interruption par an. Et nous, ça nous arrangeait, en toute honnêteté. Ça réduisait la facture, ça réduisait la complexité. Et je pense que tout le monde aurait pu être content. En présentant les deux architectures, on a présenté, en fait, on a challengé le métier par rapport aux techniques. Est-ce que les 16 jours d'interruption de service sont admissibles par rapport à votre besoin? Nous, on le pensait. Et en discutant, le client s'en est rendu compte. Vis-à-vis de la facture aussi, ça a aidé clairement. C'était un bon levier. Et parmi les leviers que vous pourrez trouver, que vous pouvez actionner peut-être privilégier de temps à autre, vous pouvez avoir plusieurs caractéristiques pour définir des architectures, pour vous aider à concevoir. Celles-ci sont personnelles. En fonction de vos métiers, en fonction de vos organisations, vous pourrez peut-être en avoir d'autres. Les trois premières, je dirais, c'est la simplicité, la modularité, l'évolutivité. Essayez de démarrer le plus simple possible, tout en garantissant que si vous doublez le nombre d'utilisateurs, si vous doublez la volumétrie, vous sachez comment faire. La modularité aussi, c'est quelque chose d'assez important. Quand vous êtes développement, quand vous faites du développement, vous pensez à Solid, etc. Voilà, le fait de changer de base de données, de passer de Postgre à Mongo ou l'inverse, ça ne doit pas casser toute votre application. Enfin, on a pas mal parlé de coûts, mais toujours penser le ratio coût-performance. Vous pouvez proposer l'architecture la plus performante du monde, la plateforme la meilleure. Si elle fait 3-4 fois le coût, elle ne sera jamais acceptée. Ça ne marchera pas. Ça ne rentrera pas dans les objectifs. Enfin, la résilience et la tolérance aux pannes sont aussi deux choses très importantes, notamment dans les architectures que vous déployez dans le cloud. Et enfin, la testabilité, pour moi, c'est un bon indicateur. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à tester facilement vos applications, c'est que vous avez dû louper quelque chose dans tout le reste.
Tout ça, ça nous amène à parler des architectures évolutives. Ce schéma-là, qui ne connaît pas ce schéma-là? Ok, alors ce schéma-là, c'est sorti un peu quand on commençait à parler des méthodes agiles, en se disant, on n'allait pas commencer, par exemple, à créer la voiture en partant de la roue, etc., monter le châssis et tout ça, de se dire, on va commencer par traiter le MVP, Minimum Viable Product, et d'avancer au fur et à mesure du besoin du client. Et je dirais que pour les architectures, il faudrait faire de même. Pas penser au mieux disant, pas travailler sur le plus haut risque pour anticiper tous les risques, mais de se dire, les risques sont une contrainte, j'ai d'autres caractéristiques qui sont aussi une contrainte, et on va essayer de gérer le changement au fur et à mesure. Je vous conseille une très bonne lecture, c'est celle du livre de Neil Ford, et de Rebecca Pearson et Patricia Quaz sur Building Evolutionary Architectures, qui explique notamment comment concevoir des applications, comment concevoir des plateformes, tout en gérant le changement. Alors ça c'est sympa, mais moi je te cache pas que j'ai passé ma vie à dessiner des architectures dès le début. J'arrive avec un beau contrat, un beau cahier des charges, je fais la plus belle architecture du monde, je la pose sur le bureau, je rends la copie et je m'en vais. Bon, le problème c'est que dans la vraie vie on sait tous que ça ne marche pas comme ça. Et surtout cette notion de résilience, on va vraiment pouvoir la mettre à profit pour faire une architecture qui peut évoluer dans le temps. Et cette architecture qui peut évoluer dans le temps, elle va être clé pour dire mes contraintes fonctionnelles et mes contraintes non fonctionnelles, elles évoluent aussi dans le temps. Peut-être que je ne les connais pas au début. Et je vais me donner les moyens de faire en sorte que, au fur et à mesure de cette découverte de ces contraintes non fonctionnelles, je puisse aussi faire évoluer mon architecture sans que ça casse tout à chaque fois. Il y a une notion qui est pas mal là-dessus, c'est de se dire que le passage vers le cloud nous a apporté quand même quelque chose d'important en termes d'état d'esprit vis-à-vis de la résilience. C'est que les architectures qu'on appelle legacy ou que vous avez peut-être chez vous sur vos super systèmes de paiement bancaire au hasard, où il faut absolument pas que ça plante et on en met 10 côte à côte en se disant que même si on a 9 qui cassent, le 10e est là. C'est plus la façon de faire qu'on a quand on est sur du cloud. On va plutôt chercher à avoir la notion d'auto-remédiation. C'est-à-dire que j'en ai peut-être qu'un seul, mais il est capable de se réparer tout seul quand il plante sur plein de façons différentes. Plein de causes de disruption qui vont faire en sorte qu'il va revenir automatiquement à la vie. Donc on a ce changement de paradigme complet entre la haute disponibilité d'un côté, ça plantera jamais, à l'auto-remédiation. Ça va se réparer tout seul. Ce qui est non négligeable aussi pour les coûts. En termes de résilience, on peut aussi parler d'un théorème que vous avez peut-être déjà entendu. Si ce n'est pas le cas, je vais vous en faire un résumé rapide. Et on va voir comment on peut utiliser ça pour faire de la conception émergente. C'est le théorème CAP. Qui connaît le théorème CAP dans la salle? Ok, peu. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la suite qui est PACELC? Pas plus. Pas plus, moins, ok. C'est facile, c'est même très simple. Le système, quand vous avez un système, il va gérer de la donnée, d'accord? Cette donnée, elle va être stockée sur votre système. Le théorème CAP, il dit que, ces deux théorèmes disent basiquement la chose suivante, c'est que votre système, il peut être soit en fonctionnement, soit cassé. On sait tous qu'un système, ça casse régulièrement. Quand il est cassé, vous allez devoir choisir entre deux propriétés sympathiques de ce système. La première, c'est de dire mon système va garder la donnée consistante. Je prends un exemple très simple, vous avez une base de données, vous avez cette base de données qui est répliquée, j'ai dupliqué ma donnée pour m'assurer qu'elle est sur plusieurs serveurs, ou plusieurs data centers, ou plusieurs ce que vous voulez pour être sûr de la retrouver. Mon système, quand il est cassé, quand il ne répond plus au client, soit cette donnée, elle est la même dans tous les réplicas, soit cette donnée, elle est disponible pour les clients, et il va peut-être lire et modifier une version de la donnée qui ne sera pas la même sur les autres réplicas. Si vous voulez de la donnée consistante, elle ne peut plus être disponible. Donc quand votre système est cassé, votre donnée est plus disponible pour votre client si elle est consistante. Malgré tout, quand votre système fonctionne toujours, vous avez quand même un compromis à trouver. Et il va être entre la consistance de la donnée, donc toujours pareil, j'ai une donnée à plusieurs endroits, c'est la même pour tout le monde, et la latence que vous imposez à votre client, donc le temps de réponse entre le client fait une action sur votre logiciel et le moment où le logiciel lui répond. Ça se comprend assez bien si on parle de base de données répliquée et distribuée. Si vous attendez que votre réplica, qui est peut-être
pas sur le même bâtiment, peut-être avec plusieurs kilomètres de distance, vous avez répondu pour dire « moi aussi j'ai la même version de la donnée », ça va prendre du temps. Et ce temps réseau, c'est le temps que vous allez avoir en latence pour répondre à votre client. Donc, soit je suis cassé et je dois choisir entre la donnée est consistante et ma donnée est disponible, soit disponible pour mon client, soit je fonctionne très bien, j'ai quand même besoin de choisir entre la consistance et le temps de réponse de mon application. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon des CAP et PACELC la notion de split brain. On voit l'application comme le cerveau, et à un moment il va y avoir une scission au sein de ce cerveau. Qui est-ce qui commande? Et donc on va avoir à traiter ça par soit la consistance, soit la disponibilité. Et dans le temps normal, bon, comme je vous l'ai dit, latence et consistance. On choisit celui qui nous arrange. Ça nous amène à des patrons d'architecture dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Les voilà à l'écran. Ces patrons d'architecture, ils sont là et ils sont nés en réponse à ça. Mettre des timeouts, alors les timeouts c'est pas nouveau, hein, mais maintenant on en met vraiment partout et on a vraiment conscience, même au niveau applicatif, qu'il faut mettre des timeouts. Mettre des timeouts, c'est éviter de saturer des ressources quand vous vous connectez à une base de données, éviter d'ouvrir 50 000 connexions et de les laisser ouvertes toute la journée. Il y a une notion de circuit breaker qui va être, n'appelez pas les abonnés absents, n'appelez pas surtout vos services une fois qu'ils sont plus disponibles. Et avec ça vient la notion de Graceful Degradation. Graceful Degradation, c'est si un service n'est pas disponible, est-ce que mon MVP, donc mon application cœur, est encore capable de fonctionner et fonctionner en mode dégradé. Si elle n'est pas capable de fonctionner en mode dégradé sans service, je vais utiliser un autre patron qui est retentative. Je vais rappeler sans que le client ait besoin de réessayer son paiement, typiquement. Et pour éviter de faire un effet domino, parce que j'ai mon premier service qui est mort et puis après je vais taper le deuxième, etc., je vais faire ce qu'on appelle exponential back-off, donc éviter de rappeler tout de suite derrière, et donc qu'il y ait 10 000 connexions à la suite. Ces patrons-là d'architecture, ils sont sympas quand vous faites de la latence pure et dure, quand vous vous êtes intéressé à ce dont on vient de parler, mais ils sont aussi très pratiques quand on veut faire de l'évolution et de l'architecture émergente. Pourquoi? Parce que je reviens à mon kebab. Maintenant, mon client revient me voir. Il a besoin d'un système de fidélité. D'accord? Carte de fidélité, je tamponne à chaque fois que je passe. Il va être au moment de la commande, ce système de fidélité. Ouais, ok, mais est-ce que j'ai besoin que le système de fidélité soit toujours là pour la commande? Non. Je peux très bien commander et faire le système de fidélité plus tard, et je repasserai la deuxième fois, et je donnerai 2 fois mon tampon. Si jamais j'y ai pas pensé dès le début et que ce truc-là est dans mon chemin transactionnel, à chaque fois que le système de fidélité ne répond pas, toute ma commande est cassée. Si j'ai utilisé ce genre de patron dès le début, même sans penser au début au système de fidélité, je vais pouvoir l'utiliser pour dire mon système de fidélité, il est dans cette partie-là. Il est caché derrière le Graceful Degradation et le Circuit Breaker. Je rajoute des trucs je rajoute des fonctionnalités sur mon système. Ces fonctionnalités, elles ne vont pas dégrader mes performances cœur. Donc en utilisant ce genre de choses, on est capable d'avoir un système qui est évolutif dans le temps et qui va pas être, sur lequel on ne va pas venir chahuter les exigences non fonctionnelles du début. Alors maintenant, si vous avez une exploitation, si vous avez des gens qui opèrent vos applications en production, va falloir connaître l'exploitation. Alors déjà, si vous avez une application comme l'application 2 où on ne sait pas ce qu'on va avoir, ce qu'il faudra mettre en place comme première fonctionnalité, je dirais même dans l'application 1, c'est l'observabilité. L'observabilité, maintenant, on est plus sur une fonctionnalité de l'application. On n'est pas juste sur quelque chose qu'on demande à la production 15 jours avant la MEP pour dire voilà, il faut pouvoir agréger les logs dans Kibana, etc. Maintenant, vous avez, pour toutes les stacks modernes, vous avez plein de possibilités qui vous permettent d'extraire ces données-là, que ce soit des logs, des traces, des métriques, pour vous permettre d'avoir vraiment un tableau de bord complet de votre application, de vous permettre de connaître l'état de santé de votre application, de savoir comment se passent vos transactions, et même de pouvoir anticiper par la suite quelle va être l'utilisation de votre application en faisant du capacity planning notamment. Mais connaître la production, c'est pas juste connaître la technique, c'est aussi connaître les compétences que vous avez des personnes qui utilisent, qui opèrent. Et il va falloir adapter votre design aussi à ces personnes-là. Et ça, on l'oublie trop souvent. Un exemple, est-ce que
mettre une application en production, concevoir en disant on va utiliser du Kubernetes Vanilla directement, est-ce que c'est pertinent? Si vous avez des personnes qui sont déjà rodées à l'exercice, qui ont déjà de l'outillage et que tout fonctionne bien, oui, pourquoi pas. Sinon, peut-être travailler déjà sur les services managés. Il y aura déjà pas mal de choses à faire. Ensuite, ce qui va vous permettre d'adapter vos applications et de rentrer dans les fameux 31%, c'est aussi de minimiser les risques, d'adapter les risques à vraiment ce que vous en avez besoin. Donc pour ça, vous avez différents outils. Cet outil-là, c'est un tableau qui est très utilisé, notamment pour l'évaluation des risques climatiques et environnementaux. Et il y a un site Risk Storming, je vais y arriver, de Simon Brown, qui vous permet justement de faire ça à la manière d'un poker planning. En résumé, si vous êtes dans le rouge, vous devez vraiment traiter ce risque-là. En vert, c'est acceptable. En orange, ça se discute et à voir comment on fait. Si on revient sur notre application 2, on se dit, bah voilà, la probabilité du risque, elle est très basse d'avoir une erreur d'accès à la database. L'impact, par contre, là, il est très fort, parce que du coup, on ne peut pas rendre le service. Alors, il y a une autre manière de faire, mais je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de vous présenter, c'est ce qu'on appelle les budgets d'erreur, mais ça sera pour une autre fois. À toi. Alors, c'est bien, on a plein d'outils pour le faire. On a vu qu'on pouvait gérer les risques, on pouvait gérer les objectifs techniques, etc. Mais tout ça, à la fin, vous vous rappelez de notre mascotte? Bon, elle a ramené plein de billets avec elle et vous allez devoir payer pour le métier que vous êtes en train de dessiner. Et la question qui est critique pour ça, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine d'avoir une application mobile pour commander des kebabs? Ou est-ce que ça en vaut la peine d'avoir une ligne de production de rillettes de tour qui fonctionne à 99-95%. Je ne rentre pas dans le débat, peut-être que oui. Mais en tous les cas, vous avez le coût qui va avec et qui vous permet de prendre cette décision sciemment. Et votre client est capable de dire, bah oui, bien sûr, les rillettes de tour, c'est 99-95 et je suis prêt à mettre l'argent sur la table. Par contre, en effet, la fricadelle frite, c'est peut-être pas un opérateur d'intérêt vital. Mais cette question-là, vous allez pouvoir l'adresser une fois que vous avez vraiment cette notion de coût associée aux exigences non fonctionnelles. Si on veut faire un résumé de tout ça, l'approche qu'on vous a présentée, nous on s'en sert au quotidien de la façon suivante, c'est de dire on essaye d'avoir des objectifs techniques qui sont formalisés et qui nous aident à prendre les décisions. Parce que concrètement, quand on fait nos architectures, on a besoin d'avoir toutes ces informations techniques pour choisir les bons composants. Et quand on ne sait pas choisir, on va les mettre en face de risques et pouvoir les exporter au client en disant si jamais on ne fait pas ça, voilà le risque induit, voilà les potentiels impacts que ça pourrait avoir sur l'application. Est-ce qu'on met l'argent nécessaire à augmenter le SLA ou est-ce qu'on met l'argent nécessaire pour choisir cet outil-là plutôt qu'un autre? Et ça nous permet aussi de rester simple sur les choix d'architecture et de ne pas tout de suite arriver avec la solution type cathédrale qu'on a l'habitude de faire si jamais on marche en tunnel. Donc, en résumé, si vous avez un existant, impliquez les ops très tôt sur la constitution de votre architecture. Parce que les ops savent combien ça va coûter à faire tourner. Et ça, c'est une information qui est géniale. Collecter, identifier, qualifier les différents risques que vous savez être présents sur cette application. Il y a parfois des middleware, donc vous savez que telle façon tel type de panne va revenir régulièrement, donc vous pouvez le mitiger. Ça vous permet de créer une base de connaissances de vos opérations et de dire, ok, tous ces risques-là, j'ai besoin de les couvrir dès le début et je vais pouvoir déjà mettre des chiffres vis-à-vis de ça qu'on choisit. Donc si on faisait un résumé global. Alors en résumé, si on devait faire déjà essayer de creuser le besoin, identifier les exigences techniques, fonctionnelles. Essayez de simplifier au maximum. On pense à KISS, à Keep It Simple, Stupid, aux architectures, Boring Architectures, etc. Mais essayez de simplifier au maximum. Quand on est un ingénieur, on a tendance à promouvoir des choses très compliquées qui, au final, des fois, une application PHP, une base de données fonctionnerait. Et enfin, itérer. Dès que vous avez conçu une application, n'hésitez pas de revenir dans le métier, revenir avec les ops. Alors, ça peut prendre du temps.
Et vous gagnerez ce temps-là a posteriori quand vous allez être sur le projet, quand vous allez être en production. Et pour finir cette présentation, je dirais que n'hésitez pas, quand vous allez proposer une solution technique, n'hésitez pas déjà à challenger le besoin fonctionnel auprès du client et aussi challenger vous, vos croyances technologiques, votre solution et peut-être vos biais aussi. Bah, écoutez, merci beaucoup. On a fini avec cette présentation. Il nous reste 5 minutes pour des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. On a mis le lien vers le feedback, donc si vous avez un feedback, n'hésitez pas à nous le donner. Oui. Oui. Alors c'est un point qu'on n'a pas abordé ici, mais qui. On va répéter la question. C'était par rapport au client qui arrive déjà avec sa solution et voilà, faut s'adapter à ça, c'est ça. Le client qui arrive et qui dit je veux déjà des microservices parce que j'ai décidé que j'allais faire des microservices. Dans l'approche, on dit ok, il faut questionner ce besoin. Pourquoi des microservices? Mais des fois, il n'est pas disposé à entendre les contre-arguments. C'est pas facile de lui exposer. Si on revient il y a une méthode d'architecture qui est pas mal pour ça, qui s'appelle Architecture Decision Records, qui grosso modo vous dit que quand vous faites un choix d'architecture, il doit avoir quelques caractéristiques de base, dont celui d'avoir été pris avec une motivation et d'avoir été pris à une certaine date, pour pouvoir y revenir plus tard et dire bah, en fait on s'est planté, et le contexte a changé et on va changer d'avis. Moi, je l'utilise comme levier parce que ça me permet de dire, plutôt que de dire il y a des inconvénients, c'est ok, pourquoi vous avez fait ce choix-là, et plus particulièrement, quel problème ça vous a permis de résoudre que vous aviez avant. Soit ils ont déjà la réponse et oui, bah, on fait ça parce que les microservices, ça va nous sauver la vie sur tel point, et de ce fait, bah, soit ils ont une bonne lecture du truc et ça va bien coller, soit ils ont une mauvaise lecture du truc et je peux avoir des arguments concrets pour leur dire ça va pas être la bonne solution. Soit ils n'ont pas fait l'exercice et c'est toujours vertueux de se dire ah bah ok, on va se poser autour de la table, réfléchissons ensemble à pourquoi vous voulez des microservices. Et la réponse, ça peut être bah, parce que ça attire des talents, parce que les gens ils veulent faire ça. Ah bah c'est peut-être une raison valable aujourd'hui, parce que ils ont un problème de recrutement. Ou alors c'est parce que bah, on a besoin de scalabilité horizontale sur tel module et on pense que les microservices ça va nous servir. Mais ouais, Architecture Decision Record, je dirais. C'est un outil simple qui permet pas de dédramatiser, mais de sortir du pro and cons, quoi. D'autres questions? Oui. Est-ce qu'on a essayé de mettre en place des tests automatisés de validation des architectures, en fait? Non. On n'en est pas encore là. On a dû y penser, je pense, fortement. On a dû y penser. Après, sur les microservices, pour revenir sur la première question, je te dirais que à chaque fois, quand j'y réponds, je dis que c'est à la fois un problème, c'est à moitié une solution technique, à moitié une solution organisationnelle. Et quand tu arrives au client, tu dis est-ce que vous avez déjà fait le travail organisationnel? Voilà. Oui. Sur les exemples avec les petits clients, tu es directement parti sur des solutions cloud type Google et Amazon. Est-ce que vous excluez le fait d'utiliser des trucs encore plus petites comme des petits VPS sur lesquels on héberge sa base de données, son applicatif, etc. Alors, est-ce qu'on a choisi de répondre avec AWS et GCP parce qu'on exclut de répondre sur des plus petits providers?
Pour des petits clients, non, pas du tout. C'est parce qu'on a des gros systèmes qui répondent, enfin qui rentrent bien sur ce genre d'architecture. C'est clairement pas les seuls providers qui existent. On a aussi nos propres data centers chez Worldline et on se pose les mêmes questions. Hein. C'était juste que si je vous mets les logos de nos technos internes, ça vous aide pas. Les questions seraient exactement les mêmes si tu travaillais avec Clever Cloud, OVH, Scaleway, etc. Ça change le catalogue de services que tu vas avoir à disposition. Mais ce catalogue de services, il répond quand même avec un SLA, un engagement de service avec. Et tu dois faire le même exercice. Donc connaître le niveau de service qui t'est offert par ces cloud providers-là et comment ça va répondre aux besoins de ton client. Mais c'est exactement la même démarche. On a fini. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va rester un petit peu sur le stand de Worldline. Merci beaucoup.